Aujourd'hui, c'est quoi au juste la Palestine? Un État, une région, une nation, un camp de réfugiés? Vous allez le constater, les cartes sont plus précises que les mots. Alors, tentons un constat cartographique neutre, mais est-ce vraiment possible dans une telle région? Située au Proche-Orient, la Palestine est bornée à l'ouest par la Méditerranée, à l'est par le fossé de la vallée du Jourdain, au sud par le désert du Sinaï, mais hormis les références que l'on trouve dans l'Ancien Testament, son bornage nord est plus difficile à fixer puisqu'il n'y a ni limite de peuplement, ni limite géographique précise. Sa localisation au Proche-Orient a fait de la Palestine le seul passage terrestre entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un vrai couloir pour les invasions, une terre conquise successivement par les Égyptiens, les Philistins, qui vont donner leur nom à la Palestine, puis les Hébreux, qui d'ailleurs vont rapidement entrer en guerre avec les Philistins, suivront ensuite les Babyloniens, les Macédoniens d'Alexandre le Grand, les Romains, les Perses, les Arabes, les Ottomans, et puis au XXe siècle, les Britanniques, et enfin, retour du peuple juif. Donc un lieu de passage pour les peuples, et en plus, un lieu qui a fait lien entre ces hommes et leur Dieu, tout cela sur un territoire à dimension fort réduite. Voici maintenant une carte de la région au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'on trouve la dernière entité juridique ayant porté le nom de Palestine. À partir du début du XXe siècle, sionistes et nationalistes arabes s'efforcent de détruire systématiquement les liens qui unissent depuis si longtemps musulmans et juifs. En 1945, cette relation est déjà bien fragilisée lorsque le monde découvre, horrifié, la mort de 6 millions de juifs d'Europe dans les camps d'extermination nazis. Chaque juif, partout dans le monde, se voit désormais comme un survivant. Un être menacé du seul fait de son existence. Un être pour qui la question de la sécurité devient centrale. Plus jamais ça. C'est également ce que pensent les dirigeants du monde entier, convaincus désormais que les Juifs ont absolument besoin d'un État pour se protéger. Cet État, les sionistes veulent depuis des décennies le créer en Palestine sous mandat britannique. Un territoire exigu où cohabitent de plus en plus difficilement 1 240 000 Arabes et 550 000 Juifs. Pour la plupart, ces Juifs sont arrivés d'Europe au cours des décennies précédentes. Ils fuyaient l'antisémitisme. Mais pour les Arabes de Palestine et d'ailleurs, l'idée d'un État juif est inacceptable. En février 1947, les Britanniques annoncent qu'ils abandonnent leur mandat sur la Palestine. En novembre de la même année, les Nations Unies votent un plan de partage du territoire entre un État juif et un État arabe. Plan accepté par les Juifs, refusé par les Arabes. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Une guerre civile éclate aussitôt entre les deux parties. Elle va être gagnée par les Juifs. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Le lendemain de la déclaration d'indépendance, les armées égyptiennes, syriennes, transjordaniennes et irakiennes attaquent le nouvel État. Cette guerre est gagnée par Israël. Dans le monde entier, les rapports entre juifs et musulmans se tendent brusquement. L'idée s'insinue en chacun que l'autre, celui avec lequel on vit depuis 13 siècles, est par nature un ennemi irréductible. Et tandis que la naissance d'Israël suscite colère et amertume chez les Arabes et les musulmans, dans l'ensemble du monde juif, de New York à Tel Aviv, on exulte.
Mais pour qu'Israël puisse incarner un avenir pour les Juifs du monde entier, il faut qu'en Palestine, un autre peuple cède la place. En quelques semaines, 700 000 Arabes de Palestine quittent leur maison, leur passé, leur verger, sans imaginer qu'ils ne le reverront plus. Cette tragédie va être appelée la Nakba. Mais le fait fondamental, c'est pas le départ, c'est l'interdiction du retour. Autant vous pouvez discuter à perte de vue pour savoir si à tel endroit l'expulsion a été ordonnée, tandis qu'à d'autres endroits les populations sont entre guillemets volontairement parties. Autant il n'y a pas de problème parce que dans les archives israéliennes, il y a tout le détail des instructions interdisant le retour. C'est-à-dire destruction des villages au bulldozer ou à l'explosif, incendie des récoltes, tirer à vue sur les réfugiés qui sont en train de revenir, ainsi de suite. Les Arabes de Palestine trouvent refuge en Cisjordanie, à Gaza, au Liban et dans d'autres pays de la région. Ils deviennent des apatrides, exactement comme les Juifs l'ont été durant des siècles. Mais les Israéliens, tout à leur bonheur de posséder enfin un État et une nationalité bien à eux, n'entendent pas cette douleur de l'arrachement à la terre. 150 000 Arabes de Palestine restent pourtant dans les frontières de l'État hébreu après 1948. Ils sont soumis à une surveillance rapprochée de l'armée, tout en recevant la nationalité israélienne. Citoyens discriminés d'un État dont l'existence même leur est une douleur. Population que tout le monde préférait oublier. Pour les Israéliens, ils rappellent que des Arabes vivaient sur cette terre et en ont été dépossédés. Quant aux États arabes, ils considèrent que seuls les exilés de la Nakba méritent d'incarner le destin tragique des Palestiniens. Cette tragédie, les Juifs du monde musulman vont en payer le prix. Un territoire alors sous mandat britannique qui disparaît en 1948 avec la création de l'État d'Israël. La Palestine cesse alors d'exister, alors apparaît la question palestinienne. Le peuple palestinien naît par l'exil au moment précis où prend fin celui du peuple juif. Le nom même de Palestine réapparaît progressivement avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964 par Yasser Arafat, avec d'ailleurs des références territoriales En décembre variables. 1987 éclate la première intifada, un mouvement spontané de révolte contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza qui dure depuis la guerre des 6 jours, 20 ans auparavant. Une occupation qui s'accompagne de son lot d'humiliations et surtout de la colonisation de terres palestiniennes. À l'ère de la communication de masse, ces images d'enfants armés de simples pierres se battant contre les soldats bien équipés de l'armée israélienne font le tour du monde. Plus fort que jamais militairement, l'État hébreu commence à perdre la guerre des images. L'intifada portera ses fruits. 5 ans après le début de la révolte, pour la première fois depuis 1948, un espoir de paix apparaît entre Israéliens et Palestiniens, symbolisé par une poignée de main diffusée en direct dans le monde entier entre deux vieux ennemis, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le leader palestinien Yasser Arafat. Dans le monde entier, on se prend à rêver d'un Proche-Orient en paix dans lequel un État palestinien indépendant voisinerait avec Israël. Dans le monde entier, des millions de Juifs et de musulmans s'autorisent à rêver d'un temps où ils auraient à nouveau le droit de se sentir proches. Un rêve bien éphémère. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un fondamentaliste juif. Comme Sadat, 15 ans plus tôt, le Premier ministre israélien paye de sa vie son désir de paix. Les millions de musulmans et de juifs qui ont voulu y croire connaissent un réveil douloureux. On ne les reprendra pas de sitôt à rêver de la sorte. L'assassinat de Rabin a marqué, il me semble, le début de la fin du processus de paix. Il a coïncidé avec la montée de l'islamisme. Ça a permis à l'extrême droite de prendre le pouvoir comme elle l'a fait. Et je crois que d'une certaine façon, c'est comme si on était entré dans un long tunnel et qu'on ne voyait pas la lumière au bout de ce tunnel.
Ce tunnel a commencé en novembre 1995, avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le passage au XXIe siècle voit s'accélérer la succession des événements qui approfondissent le fossé. D'intifada en colonisation, d'attentats suicides en tapis de bombes, à Beyrouth, à Sderot, à Gaza, la guerre a repris ses droits. Une guerre aussi inégale qu'impossible à achever. Au Caire, à Tel Aviv ou Alger, à Manchester, Paris ou New York, chacun est bombardé d'images de morts jusque dans son salon. Alors qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires palestiniens et quelle est leur superficie? Les accords d'Oslo de septembre 1993 ont découpé les territoires occupés par Israël en 1967, Gaza, Cisjordanie, en 3 statuts différents. Le statut A, que l'on voit ici, sous contrôle total palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, au sud-ouest. Le statut B, sous contrôle administratif palestinien, mais où la sécurité est exercée par Israël. Enfin, le statut C, ce sont des zones qui demeurent sous contrôle israélien, comme celles considérées comme stratégiques par Israël, ou bien les colonies juives, situées à l'intérieur de ces 2 territoires occupés. Gaza est une bande de terre de 5 à 12 km de large sur 40 km de long. Cela fait 370 km², soit à peu près la moitié du land de Hambourg. C'est une terre agricole qui ouvre sur la Méditerranée. La population est de 1 million de Palestiniens et de 6 000 colons juifs. C'est l'une des plus fortes densités d'occupation du sol au monde. Plus de 70% de ces Palestiniens sont des réfugiés de l'intérieur, venus en 1948, lors de la création d'Israël. La moyenne d'âge, là, est de 16 ans. C'est une population très jeune, très scolarisée grâce à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour la Palestine, mais le taux de chômage est très élevé. De Gaza, la main-d'œuvre palestinienne se rend chaque jour en Israël pour travailler dans la construction ou dans les services, ce qui fait que le fonctionnement économique de Gaza dépend en totalité d'Israël. Depuis la mise en application des accords d'Oslo, les règles de sortie de Gaza sont plus strictes que lorsque le territoire était occupé par Israël. Un barbelé électrifié a été construit tout autour, les frontières externes de Gaza sont contrôlées par Israël et le territoire est régulièrement bouclé pour des raisons de représailles politiques ou de sécurité. Dès lors, plus de sorties, donc plus de travail pour les Palestiniens salariés en Israël, donc plus de rémunération. Gaza est devenu un camp de réfugiés, prison. Il existe une sortie unique, le point de passage de Erez, permettant d'aller en Israël ou vers la Cisjordanie, distante de quelques 70 km. Or, les formalités de contrôle sont telles qu'il est impossible de faire l'aller-retour dans la journée. Donc, attente, embouteillage sans fin, on renonce. Tout cela semble être le contraire, dans les faits, d'un statut d'autonomie. Maintenant, suivons cette route pour nous rendre dans l'autre partie des territoires palestiniens. La Cisjordanie fait 5800 km², soit la taille moyenne d'un département français, avec des activités dans l'agriculture, l'industrie, les services. Là vivent quelques 1 300 000 Palestiniens. La Cisjordanie était passée sous contrôle israélien après la guerre des 6 jours en juin 1967, et depuis cette année-là, se sont implantées des colonies de peuplement. 141 exactement, en juin 2001. On les voit situées là sur la carte. Selon les accords d'Oslo, la Cisjordanie doit revenir aux Palestiniens. On voit les zones sous statut A, c'est-à-dire sous contrôle palestinien. Or, selon l'ONG israélienne B'Tselem, elle estime que, pendant la durée même du processus d'Oslo, Israël a fait construire, là, en Cisjordanie, 11 200 logements qui ont accueilli 78 500 colons de plus. Le nombre total des colonies est ainsi passé de 122 en 1993 à 141 en 2000, portant le nombre de colons à 200 000. En résumé, l'éloignement de 70 km entre Gaza et la Cisjordanie, les barrages routiers, le bouclage fréquent des territoires, la diversité des statuts A, B, C, la présence des colonies de peuplement juives
répartis au milieu de villages palestiniens, créant de constantes discontinuités. Un système routier qui permet aux colonies d'être liées directement à Israël sans passer par les zones palestiniennes. Sans même vous parler de l'imbrication des statuts fonciers ou de l'accès à l'eau du Jourdain ou celle des nappes phréatiques. Tout cela rend très difficile toute continuité territoriale d'un espace palestinien. Pour ces deux morceaux du territoire palestinien, il y a trop de facteurs de dysfonctionnement géographique, administratif, économique, donc politique. En 8 ans, l'autorité nationale palestinienne n'a obtenu un contrôle que d'environ 25% des territoires conquis par Israël en juin 1967. Les territoires palestiniens aujourd'hui sont comme une peau de léopard, voire une peau de chagrin, ne pouvant en aucune façon se transformer comme par magie en un État viable. Voilà, on le déduit par ces cartes, le processus d'Oslo a échoué. Mais peut-être valait-il mieux Oslo quand même que pas d'Oslo du tout. Pour leur part, les Israéliens ont la sensation d'avoir déjà beaucoup donné, sans récolter pour autant ni la paix, ni même de sécurité supplémentaire. Les Palestiniens, pour leur part, estiment qu'Israël a trop peu donné et n'a pas voulu choisir entre plus de terre ou plus de paix, gardant deux fers au feu, négocier, tout en continuant les colonisations. L'autorité palestinienne n'a pas assez obtenu matériellement, elle n'a pas su saisir ce qui lui a été proposé pendant certaines négociations, elle ne se démarque pas assez des attentats terroristes, elle n'a pas été assez vite pour entraîner des changements matériels favorables aux Palestiniens,